on retrouve Olivier Marceau. En tête de cette épreuve cycliste, Olivier Marceau qui nous avait complètement éblouis, souvenez-vous, c'était en 2000 à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney, il portait les couleurs de l'équipe de France, il avait tenu la tête de course quasiment jusqu'à la fin, de bout en bout. Il avait simplement été dépassé dans les derniers kilomètres pour prendre finalement une 7e place. C'était à l'époque l'arrivée du triathlon sur la scène olympique et Olivier depuis bien sûr a eu l'occasion de récidiver en 2004. Il a pris après les couleurs suisses. Là, Olivier, il voit fondre sur lui un homme très puissant à vélo, un homme dont on sait pertinemment qu'il faut se méfier, Charlie Loisel. Charlie Loisel qui de toute façon doit tenter sa chance. C'est un jeune triathlète sur le long qui commence à avoir de l'expérience. C'est quelqu'un qui est très fort en natation, on l'a vu puisqu'il est sorti premier de l'eau. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment aussi très doué en vélo et qui est très puissant. C'est un parcours qui doit lui convenir. Et l'objectif de Charlie, un peu comme Torbjörn Sindberg, c'est de prendre de l'avance, le maximum d'avance possible parce que ces deux athlètes-là ont un peu plus de mal en course à pied. Charlie Loisel qui s'était imposé à Lorient en 2005 et qui avait donc récolté le titre de champion de France longue distance. Et là on retrouve la course féminine, pas tellement de surprises après l'ère de transition, après le départ à vélo. La Britannique Leanda Kev a pris le meilleur sur sa rivale américaine Linda Gallo. Et Leanda Kev est partie avec son habitude maintenant d'athlète de longue distance, est partie avec un rythme hyper soutenu. Un rythme hyper soutenu parce qu'il n'y a que 80 km, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, mais c'est très important aujourd'hui. Il faut savoir qu'en vélo ça va aller très vite et les moyennes vont être très élevées. Le voilà le parcours cycliste en plein milieu de la lande bretonne avec la mer du côté gauche ou du côté droit, ça dépend bien sûr du sens de la marche et on retrouve les athlètes français dont Charlie Loisel qui sont aux avant-postes. Il faut savoir que Julien Loy est pas très loin, que Torbjörn Sindberg est en train de revenir progressivement. Ils savent pertinemment, ces Français, qu'ils ont une carte à jouer tout de suite. Vous, Cyril, vous avez pris aussi la mesure de l'événement. Vous avez décidé de vous rapprocher au maximum de la tête de course. Pardon. Oui, je suis parti donc avec Torbjörn Sindberg. Maintenant, Torbjörn Sindberg était un peu trop fort pour moi au départ du vélo. C'est quelqu'un qui a voulu faire tout de suite la différence. Donc le petit groupe avec qui j'étais, on l'a laissé, on l'a vu un peu partir. Mais derrière, les écarts n'étaient pas très importants et on a vraiment fait le maximum pour essayer de se rapprocher le plus possible de certains athlètes qui étaient sortis devant. Gros plan sur la course féminine et on retrouve ces messieurs avec Olivier Marceau et là, l'homme avec le casque blanc, le maillot blanc, c'est le Danois. Le Danois, Torbjörn Sindberg, champion du monde en titre, qui est vraiment très à l'aise. Et on peut le remarquer, des athlètes qui ont travaillé énormément leur position. Tout le monde a des vélos de contre-la-montre, des guidons de contre-la-montre, des ailes d'avion et des positions hyper aérodynamiques parce que sur un parcours comme ça, c'était vraiment très important. Et tous les athlètes de l'équipe de France et même Torbjörn Sindberg sont passés dans des tests de soufflerie justement pour essayer de gagner un maximum de temps sur ce parcours. On vous parle de Torbjörn Sindberg depuis tout à l'heure, on vous l'avait dit, un double champion du monde. 3e cette année de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Il est très puissant à vélo. Le piège, ça risque d'être ça le piège pour ce qui le concerne, c'est que peut-être que le parcours ne sera pas suffisamment long pour qu'il, je dirais, enregistre une avance suffisante avant d'attaquer le parcours à pied. Torbjörn Sindberg, à chaque fois qu'il a gagné ses championnats du monde, à chaque fois qu'il a brillé sur les championnats du monde, il a tout le temps pris de l'avance en vélo parce que c'est quelqu'un qui est, on le voit, son gabarit, il est un peu lourd, il est grand, donc forcément il court un peu moins vite que des Xavier Le Floch ou des Julien Loy qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus filiformes. Et Torbjörn, il le sait, il a besoin de beaucoup d'avance et on le voit là, il essaye il donne tout ce qu'il a en vélo parce qu'il a besoin de tout donner pour essayer d'écraser un peu la course. Torbjörn Sindberg qui pour l'instant est en tête de l'épreuve, derrière Charlie Loisel, Julien Loy. L'écart est fait avec les poursuivants immédiats. Vous êtes vous avec Xavier Le Floch, avec Sébastien Berlier, avec François Chabot un peu plus loin en retrait. Et là, l'effort produit par Torbjörn Sindberg est en train de vraiment vous séparer de l'avant-course. Torbjörn donc, qui a pris le large un peu sur notre groupe et nous on essaye derrière de limiter les dégâts, donc c'est vrai qu'on arrive à avoir quelques écarts et on s'accroche et on donne aussi tout ce qu'on a et là on le voit, Torbjörn Sindberg qui est vraiment en plein effort, c'est vraiment magnifique. Il ne faut pas oublier que nous sommes à plus de 44 km/h de moyenne, c'est-à-dire une allure absolument incroyable. Ces triathlètes sont des professionnels, mais ce sont vraiment des gens qui excellent maintenant en natation, à vélo et en course à pied. Ce sont vraiment des athlètes complets
qui n'ont pas à rougir devant leurs concurrents ou cyclistes ou ultramarathoniens. Ce sont des individus qui sont devenus maintenant de véritables références sur ce type d'effort. Nous, on va respirer un petit peu, Cyril, parce qu'on en a besoin. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes, tous ensemble, pour suivre la suite de ce championnat du monde longue distance à Lorient. A tout de suite. Retour en terre bretonne à l'occasion des championnats du monde de triathlon longue distance. Cyril, gros plan sur Leanda Cave, la jeune femme qui pour l'instant mène l'épreuve, je dirais presque de bout en bout depuis la sortie de l'eau. Ouais, Leanda Cave qui était sortie deuxième de l'eau et qui a tout de suite pris les commandes en vélo et qui fait le forcing elle aussi pour prendre un maximum d'avance sur ses poursuivantes. Leanda Cave, championne du monde distance olympique en 2002. Un exemple encore, s'il était nécessaire, de ces athlètes qui décident de passer du distance olympique, du court distance aux longues distances. Et encore un exemple sous nos yeux, cette fois-ci avec une Française, Delphine Pelletier. Delphine Pelletier qui, à la suite des Jeux Olympiques d'Athènes, s'est décidé de passer sur le longue distance et qui a profité justement de cette distance intermédiaire pour s'aligner sur ce championnat du monde. Delphine Pelletier qui a remporté l'épreuve de qualification à Vendôme. Donc c'était vraiment pour elle une occasion de s'affirmer, je dirais presque de s'afficher, même si elle est encore un tout petit peu novice dans ce domaine. C'est vrai qu'elle est un petit peu novice, elle a l'habitude de participer à des courses où l'on roule en peloton, alors que sur le longue distance, il faut bien savoir que c'est interdit. On le voit bien à l'image, Delphine qui s'écarte pour doubler une concurrente et la concurrente n'a pas le droit d'aller dans la roue de Delphine, sinon c'est le carton qui lui inflige une pénalité. Et donc c'est là un peu la différence et le manque d'expérience de Delphine par rapport à la course. L'expérience, lui il en a, c'est une évidence. Regardez de quelle façon il est installé sur son vélo, position aérodynamique, il n'en bouge pas. Il est en tête de l'épreuve, Torbjörn Sindball, il a un nom assez difficile à prononcer et il appuie comme un damné sur ses pédales parce que derrière, il faut absolument qu'il fasse la différence. Et oui, on le voit, il est un peu nerveux, il se retourne pour voir où en sont ses concurrents, il a du mal à creuser les écarts, on le voit, la Charlie Loisel qui est toujours là et Torbjörn Sindball qui vraiment donne le maximum de lui-même. Et on le voit dans cette course, il n'y a pas de temps mort, c'est 80 km de vélo à fond, à fond, à fond. Charlie Loisel, deuxième du triathlon de Paris, courte distance, on l'avait vécu ensemble, c'était au début du mois de juin. Charlie Loisel qui avait également remporté le tri de Saint-Raphaël, distance je dirais presque longue, mi-longue, un petit peu comme celle-ci, donc un Charlie qui évolue sur le distance sprint, olympique et longue distance à la fois. C'est vrai que les distances là que les championnats du monde offrent sont vraiment les distances idéales pour Charlie Loisel. C'est un parcours vraiment qu'il affectionne et ce jeune qui arrive sur le longue distance, même s'il en a déjà fait quand même un certain nombre, se retrouver comme ça en tête des championnats du monde, c'est vraiment fabuleux pour Charlie et vraiment il en profite un maximum et je pense qu'il va acquérir une grande expérience sur cette course. Il faudra surveiller effectivement Charlie Loisel dans les semaines, dans les années à venir. Pour l'instant, il fait le travail, comme on dit. Charlie Loisel, avec des bons mollets, des bons cuisseaux, des bons bras. Il donne tout, il ne réfléchit pas. Il a le nez dans le guidon. Et derrière, le Danois, il essaye de respirer un petit peu. Il essaye de respirer un petit peu. Et ce que fait Charlie, là, c'est vraiment très très bon pour l'équipe de France parce qu'il est en train d'user Torbjörn Sindball. Il l'use mentalement, moralement, parce que Torbjörn, il a l'habitude d'être seul en vélo. Et là, Charlie, il est en train de l'user. Il est en train de lui montrer que l'équipe de France est là et on le voit juste derrière. Julien Loy est toujours au contact et ça c'est très important. Xavier Le Floch, un tantinet décroché par rapport aux trois hommes de tête qui lui aussi décident de produire l'effort. Xavier qui a changé de vélo récemment, changé de position, qui je dirais presque a changé totalement de préparation. C'est un tout petit peu comme vous Cyril, vous êtes remis un petit peu en question. On s'est un peu tous remis en question parce qu'on s'est aperçu que les étrangers avaient justement un peu une longueur d'avance par rapport à nous là-dessus. C'est qu'ils travaillaient beaucoup leur position, beaucoup d'études de position et on s'est aperçu qu'en vélo, on avait du mal justement à les suivre, on avait du mal à être très fort sur des parcours très roulants. Donc chacun d'entre nous est allé un peu voir des spécialistes, même voir des cyclistes professionnels pour travailler cette étude de position, pour travailler cette position. Et Xavier donc a changé de vélo mais allait aussi faire justement ses études pour être le mieux possible sur son vélo. Les écarts sont importants quand même entre les trois premiers et les poursuivants. Il y a tout de suite 3 minutes 30 entre Sindball, Xavier Le Floch, François Chabot, avec Jonas Colting aussi, Sébastien Berlier, avec vous Cyril. Vous sentez vraiment que la vitesse s'accroît au fur et à mesure que les kilomètres avancent. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, est-ce que je vais me cramer ou est-ce qu'il faut que j'en garde absolument sous le pied parce qu'après il y a la course à pied?
Non, on se dit pas, là on pense pas en garder sous le pied pour la course à pied parce que c'est vraiment trop rapide. Il faut vraiment rouler 3-4 minutes sur les premiers, c'est déjà beaucoup. Et on sait que faut vraiment réduire, faut limiter les écarts au maximum. Et donc c'est très important pour nous de donner le maximum et on ne pense pas encore à la course à pied. Le public largement présent ici à Lorient pour venir soutenir ces athlètes et particulièrement la délégation française qui a une réelle chance de médaille tant chez ces messieurs que chez ces dames. Et on le voit à l'image, les maillots bleus sont bien présents. Cyril, vous ne faisiez pas partie de cette équipe de France, vous étiez là en tant que, je dirais, athlète seul qui portait les couleurs ITU. Est-ce que ça vous a posé un problème à un moment donné par rapport à l'identité même de cette équipe de France ? C'est vrai que c'était pas forcément évident parce que les gars de l'équipe de France c'est mes copains, donc il a fallu leur dire. En fait ça s'est passé comme ça, c'est que j'étais pas sélectionné dans l'équipe de France, j'avais crevé aux courses de sélectif et l'équipe de France a bénéficié de 2 wildcards, donc c'est pour ça qu'il y avait 8 athlètes et le fait que je ne sois pas sélectionné, l'ITU par mon passé, par mes résultats m'a offert l'opportunité de pouvoir courir chez moi en Bretagne et donc m'a invité sur cette course. Donc j'ai prévenu les athlètes, j'ai prévenu la fédération, les athlètes ont très bien compris, ont très bien accepté. Bon, ça faisait un peu bizarre ce matin au départ de voir les athlètes en bleu et puis moi en blanc, mais ça s'est très bien passé et puis de toute façon avec les athlètes il n'y a eu aucun souci et c'était le principal pour moi. Aucun souci, Leon Bakiev, elle n'en connaît toujours pas, elle n'en connaît pas du tout. Derrière, peut-être une once de rébellion de la part de Catriona Morrison, la Britannique, championne d'Europe de duathlon courte distance, qu'on avait effectivement vu aussi s'illustrer à Sainte-Croix sur ce fameux Half Ironman de Sainte-Croix, dans des conditions de chaleur un tout petit peu différentes de celles que nous suivons et que vous avez vécues, vous, sur la course. On retrouve les athlètes français avec ici Sébastien Berlier particulièrement remonté. Donc là c'est le deuxième, on va dire, gros peloton. Devant il y a 3 hommes, Simbal, on l'a vu, Charlie Loisel et Julien Loy. Décroché un petit peu derrière, il y a Olivier Marceau qui était sorti premier de l'eau, enfin premier du parc à vélo, qui a décroché un peu les 3 premiers. Et puis derrière il y a un groupe d'une dizaine d'athlètes avec Sébastien Berlier dans lequel je faisais partie, avec François Chabot, Hervé Faure et Xavier Le Floch qu'on a rattrapé. Et ça avance toujours aussi vite. Et le trio de tête est inchangé pour l'instant. C'est à se demander qui va exploser en vol. Ce sont effectivement des conclusions auxquelles on peut arriver si on continue à cette allure-là. Je vous rappelle qu'on est à plus de 44 km/h de moyenne. Julien Loy fait l'effort. Ouais, Julien Loy, mais la bonne affaire pour le moment c'est Julien Loy qui l'a fait parce qu'il le sait qu'il est meilleur que les 2 autres à pied. C'est le meilleur des Français en ce moment actuellement à pied et là il le sait qu'il est en train de faire une bonne affaire parce qu'il est toujours au contact des meilleurs et on avance dans la course. On a fait plus de 40 km, là on arrive entre le 50e et le 60e kilomètre et Julien est toujours parmi les 3 premiers et ça c'est vraiment très important. Julien Loy, 4e des championnats du monde longue distance l'an passé à Canberra, 5e des championnats du monde toujours longue distance en 2005. Il a bien envie d'un podium, Julien Loy, et pourquoi pas la plus haute marche, d'autant qu'il fait partie de ces athlètes en forme. Cyril, vous avez la niaque. Ouais, là on a la niaque parce que on arrive au 50e, 60e et bon, il y a des athlètes qui commencent à fatiguer et nous habitués à faire des distances un peu plus longues, on commence à s'apercevoir qu'il y a des athlètes qui sont fatigués, donc on donne le maximum et on essaye d'éliminer un peu des athlètes qui seraient en difficulté. Quelques difficultés sur le parcours, ce sont ces fameux dodanes qui vous ont parfois un petit peu surpris. Il fallait être très attentif parce que ça, à cette allure-là, ça peut être parfois très dangereux. Il fallait être très attentif, très vigilant. Bon, les athlètes ont reconnu le parcours, mais c'est vrai que, imaginez, là on est à 45-46 km/h, vous êtes en train de boire votre bidon et puis un dodane arrive et ça peut être la chute, ça peut être très grave. Donc pareil pour ces îlots directionnels, il fallait faire vraiment très attention. Donc on connaissait le parcours, il y avait quelques petits pièges, fallait être concentré. La roue lenticulaire, c'était indispensable? Alors pour des grands gabarits comme Torbjörn Simbal qui n'ont pas de mal à l'emmener, c'était vraiment indispensable. Mais regardez Julien Loy, lui qui a un gabarit un peu plus flué, on va dire, un peu moins puissant, il a préféré des roues, on va dire, un peu plus classiques parce qu'une roue lenticulaire, ça augmente du poids, donc il faut une certaine puissance pour pouvoir l'emmener. On dit qu'une roue lenticulaire commence à être efficace au-delà de 42 km/h. Est-ce que c'est le cas?
Oui, il faut rouler à plus de 40 km/h pour qu'une roue lenticulaire soit vraiment efficace, mais il faut surtout être capable de pouvoir l'emmener sur 80 km. Donc si on met une roue lenticulaire et que pendant 60 km on est au-dessus des 40 mais qu'après on n'a plus la force pour l'emmener, tous les bénéfices est perdu. Donc c'est pour ça que certains athlètes qui étaient sûrs de pouvoir l'emmener l'ont mise, mais certains athlètes comme moi par exemple ou comme on l'a vu Julien Loy ont préféré des roues classiques parce que c'était aussi prendre un très gros risque de la mettre. C'est bien d'avoir ce gros plan sur cet athlète français handicapé car les championnats du monde sont effectivement valables pour les athlètes catégorie élite mais aussi pour ce qu'on appelle les groupes d'âge et pour une catégorie d'athlètes handicapés qui disputent aussi avec leurs moyens ce fameux titre mondial tellement convoité. Et au départ ce matin il y avait 1125 concurrents. C'est vous dire à quel point ces championnats du monde sont effectivement très, je dirais, courus, très attirant pour tous ces athlètes. Ouais, les championnats du monde, ça attire toujours beaucoup de monde. En plus, les Français, donc un championnat du monde en France, il y a énormément de Français, mais il faut savoir qu'on n'est pas loin de l'Angleterre et les Anglais sont vraiment très très friands de ce genre de compétition. Il y avait énormément d'étrangers et 1000 participants sur un championnat du monde. On va dire entre guillemets que c'est du classique, mais c'est très important pour le triathlon et c'est très important pour les championnats du monde. Et ça va toujours aussi vite du côté de chez ces hommes et du côté de chez ces dames ou demoiselles. Le maillot blanc de Torbjørn Sindal, le Danois, qui tente, je dirais presque, le tout pour le tout. Ouais, Torbjørn qui enfin a réussi un peu à décrocher ses deux adversaires, Charlie et Julien Loy, mais n'est-ce pas trop tard justement de les avoir lâchés maintenant. Je pense qu'il faut vraiment applaudir le travail de Charlie qui on l'a vu tout à l'heure, était emmené Torbjørn et Julien et qui faisait un travail vraiment très très important pour cette équipe de France et notamment pour Julien. Ça y est, on en termine avec le parcours cycliste. Les 80 km ont été effectués. Torbjørn qui déchausse, il se prépare donc à entrer dans l'ère de transition. Et derrière les deux Français comme prévu, Charlie Loisel et Julien Loy. Et oui, on le voit là, le travail de Charlie Loisel.